Le moment où j'ai réalisé que mon propre mari me poisonnait a été le jour où j'ai cessé d'être invisible. J'ai senti des frissons me parcourir l'échine en regardant le flacon de pilules qu'il m'avait tendu, avec l'étiquette changée, les pilules à l'intérieur remplacées. Ce matin-là a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la confiance et l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 32 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, même un instant, cela vous semble familier? Je vous demande juste de liker cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Marguerite et j'ai 73 ans. Depuis 5 ans, je vis dans un petit appartement à Montmartre, Paris, où les bruits de la ville ne dorment jamais et où l'odeur des rêves lointains se mêle aux vapeurs d'échappement et à l'espoir. Chaque matin, je me réveillais dans notre chambre exiguë, les murs minces contenant à peine le bruit de nos voisins, les sirènes, le bourdonnement constant de la vie qui ne s'arrête jamais. Je tendais la main vers ce petit flacon brun sur ma table de nuit, celui avec mon médicament pour le cœur. Les pilules qui étaient censées me garder en vie, maintenir mon rythme cardiaque irrégulier stable, me permettre de fonctionner un jour de plus. La fenêtre restait entr'ouverte juste assez pour que la brise automnale apporte le doux parfum de marron grillé du vendeur ambulant 3 étages plus bas. Cette odeur me réconfortait autrefois, me rappelant de meilleurs moments quand mon fils était petit et que nous nous promenions dans le parc Monceau, partageant des marrons chauds dans des sacs en papier. Mais quelque chose n'allait pas, terriblement. Mes jours étaient devenus un flou muet d'épuisement et de confusion. J'avalais ces pilules chaque matin, en me fiant à elles pour m'aider, mais au lieu de me sentir mieux, je me sentais pire. Mon cœur battait à des moments étranges, puis ralentissait jusqu'à un rythme presque effrayant. J'avais des vertiges en me levant de ma chaise de cuisine. Le goût dans ma bouche était toujours légèrement amer, métallique, désagréable. J'ai blâmé l'âge, j'ai blâmé le stress, j'ai blâmé tout sauf la seule chose que j'aurais dû soupçonner dès le début. Le matin où mon monde s'est fissuré a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis traînée jusqu'à la cuisine dans mes chaussons usés, le linoléum froid sous mes pieds malgré le petit radiateur que nous laissions tourner. La cafetière gargouillait et sifflait, remplissant l'air de la seule chaleur que notre minuscule cuisine pouvait offrir. Mon mari Richard était assis à notre petite table, lisant le journal avec cette même expression distante qu'il arborait depuis des années. « Bonjour, Marguerite », dit-il sans lever les yeux. « Bonjour », murmurai-je en retour, ma voix rauque après une autre nuit agitée. J'ai pris mes pilules, comme chaque matin. Richard m'observait du coin de l'œil, quelque chose à quoi je m'étais habituée. Il avait commencé à prêter attention à ma routine de médication environ 6 mois plus tôt, prétendant qu'il s'inquiétait pour ma santé. Gentil, pensais-je alors. Attentionné. Mais ce matin-là, mon fils David a fait irruption à notre porte d'entrée. Il était resté de l'autre côté de la ville, travaillant en double équipe sur le chantier de construction, envoyant la plupart de son salaire pour nous aider avec le loyer et les courses. À 28 ans, David avait hérité de mon amour obstiné et de la mâchoire carrée de son père, mais ses yeux portaient une gentillesse que Richard avait perdue en cours de route. « Maman ?» La voix de David était urgente, haletante. Il avait dû courir les 3 étages. « Maman, nous devons parler. Maintenant. » Le journal de Richard craqua lorsqu'il tourna la page. « Ta mère est occupée, fils. » Mais David l'ignora. Il attrapa doucement mon bras, sa main calleuse chaude et familière. « Maman, cours !» me chuchota-t-il à l'oreille, si doucement que je l'entendis à peine. « Les pilules. Elles ne sont pas correctes. » Mon sang se transforma en eau glacée. David était venu dans notre appartement la veille au soir, m'aidant à organiser de vieux papiers médicaux. Pendant que j'étais dans la salle de bain, il avait remarqué quelque chose à propos de mon flacon de médicaments. L'étiquette semblait légèrement décalée, disait-il. Les pilules à l'intérieur ne correspondaient pas à ce que la prescription aurait dû contenir. Ce matin-là, il avait pris une photo de mon flacon et l'avait comparé à l'ordonnance originale qu'il m'avait aidé à remplir des mois auparavant. Les pilules étaient différentes. Complètement différentes. J'ai regardé Richard, qui continuait à lire son journal comme si de rien n'était. L'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me protéger.
L'homme qui m'avait tenu dans ses bras lorsque j'avais pleuré à l'enterrement de ma mère. L'homme qui avait célébré avec moi quand David avait obtenu son diplôme de lycée. L'homme qui m'empoisonnait lentement depuis des mois. Comment traiter une trahison aussi profonde? Comment regarder quelqu'un avec qui vous avez partagé 32 ans et réaliser qu'il vous a détruite de l'intérieur? Je me suis excusée pour aller à la salle de bain, les jambes tremblantes. David m'a suivie, chuchotant avec urgence de me rendre chez un médecin, d'obtenir de l'aide, d'appeler la police. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au poids des pilules dans mon estomac. Combien de pilules erronées avais-je avalées? Combien de matins avais-je fait confiance à l'homme que j'aimais pour me garder en vie alors qu'il me tuait en réalité? Les photos sur le mur de notre salon semblaient soudain différentes. Notre mariage en 1991, jeune et souriant devant le petit tribunal de Montreuil. Richard dans son plus beau costume, moi dans la robe bleue de ma mère. Le premier jour d'école de David, édenté et fier. Nos vacances aux chutes du Niagara quand l'argent était si serré que nous partagions une chambre d'hôtel et mangions des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner. Ces souvenirs étaient-ils réels? Ou avais-je vécu avec un étranger tout ce temps? Je dois vous dire pourquoi cela s'est produit. Pourquoi un homme empoisonnerait sa femme? Pourquoi quelqu'un détruirait systématiquement la personne qui lui a tout donné? Ce n'était pas soudain. Le mal ne l'est rarement. Pendant 32 ans, j'avais été le pilier de notre famille. Quand Richard a perdu son emploi à la compagnie maritime en 2009, j'ai travaillé 2 emplois pour nous maintenir à flot. Je nettoyais des immeubles de bureaux la nuit et travaillais dans une petite épicerie pendant la journée. Mes mains se fendaient sous l'effet des produits de nettoyage. Mon dos me faisait souffrir à force de passer la serpillière sur des sols sans fin, mais nous avons survécu. Quand David avait besoin d'argent pour le collège communautaire, je lui ai donné mes économies de plusieurs années de repas sautés et de vêtements d'occasion. Quand la mère de Richard est tombée malade, je me suis occupée d'elle pendant 3 ans, changeant ses draps, préparant ses repas, tenant sa main pendant les longues nuits. « Tu ne comprendras jamais si tu ne fais pas l'effort », disait Richard quand je demandais de l'aide à la maison. « Tu es dramatique. Juste fatiguée. » Quand je mentionnais combien je me sentais dépassée. Je me souviens d'une nuit, il y a peut-être 2 ans, j'étais si épuisée que je pouvais à peine me tenir debout. J'avais travaillé une double journée à l'épicerie, rentré à la maison pour préparer le dîner, nettoyer, aider David avec des papiers pour ses candidatures d'emploi. J'ai demandé à Richard s'il pouvait juste m'aider à plier le linge. « Fais ce qu'on te dit », dit-il, sans même lever les yeux de la télévision. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. C'était le moment où quelque chose en moi a commencé à mourir. Pas dramatiquement, pas avec des larmes ou de la colère. Juste une extinction silencieuse, comme une ampoule qui s'éteint lentement. J'ai commencé à me demander si mon amour n'était qu'un carburant pour leur commodité. Si je n'étais rien de plus qu'un fantôme hantant ma propre maison, visible seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais malgré tout, je suis restée. Malgré tout, j'ai aimé. Malgré tout, j'ai fait confiance. Même quand Richard a commencé à contrôler nos petites finances plus étroitement. Nous n'avions pas beaucoup, ma sécurité sociale, ses allocations d'invalidité, l'aide occasionnelle de David. Mais Richard insistait pour tout gérer. « Tu n'es pas doué avec l'argent, » disait-il. « Laisse-moi m'en occuper. » Même quand il a commencé à m'isoler des quelques amis qu'il me restait. « Rosa d'en bas parle trop, » se plaignait-il. « Madame Chen de l'épicerie est trop curieuse. Tu n'as pas besoin qu'elle te remplisse la tête de bêtises. » Même quand ma propre santé a commencé à décliner et qu'il semblait plus agacé que concerné. « Encore une visite chez le médecin? Encore une prescription? Tu sais ce que cela nous coûte? » Les signes étaient là, les avertissements retentissaient. Mais quand on aime quelqu'un, quand on a construit toute son identité autour de cette personne, on apprend à faire taire ses cloches. On apprend à trouver des excuses. On apprend à disparaître. J'ai disparu si progressivement que je n'ai même pas remarqué que j'étais partie. Savez-vous ce que cela fait d'être invisible dans sa propre vie? De se voir rétrécir de plus en plus jusqu'à ne plus être sûr d'exister. Mais ce matin-là, quand David a chuchoté court à mon oreille, quelque chose s'est rallumé en moi. Une partie enterrée de moi-même qui se souvenait de ce que cela faisait de compter.
Les pilules dans ma main se sont soudain senties comme des armes. Les micro-agressions avaient été accumulées pendant des années, des petites coupures qui saignaient à ma valeur propre goutte à goutte, des anniversaires passés sans reconnaissance. « Encore oublié », disait Richard avec un haussement d'épaule. « Tu sais que je suis mauvais avec les dates. Quand je suis tombé malade avec une bronchite l'hiver dernier, toussant si fort que je ne pouvais pas dormir, Richard se plaignait du bruit qui le tenait éveillé. Pas de proposition pour faire du thé, pas de suggestion pour voir un médecin, pas de main douce sur mon front vérifiant la fièvre. Juste une irritation que ma maladie soit gênante. « Tu es toujours malade ces jours-ci », dit-il un matin, sa tasse de café cliquant contre la table avec finalité. « Peut-être que si tu prenais mieux soin de toi. » Je l'ai regardé, voulant lui rappeler que je m'étais épuisée à prendre soin de tout le monde pendant 3 décennies, que mon corps se brisait sous le poids des besoins des autres. Mais je suis restée silencieuse. Je restais toujours silencieuse. La solitude était insupportable. Assise dans la même pièce que l'homme que j'avais épousé, me sentant plus seule que si j'avais été échouée sur une île déserte. Au moins sur une île déserte, je saurais pourquoi j'étais isolée. Puis vint le jour où David rentra tôt du travail, malade avec une gastro. Il me trouva sur le sol de la cuisine, en pleurs après. La tasse de thé gisait en morceaux autour de moi, brisée en morceaux de céramique brune. Je ne pouvais même pas me souvenir de l'avoir lâchée. Je me souviens juste du bruit qu'elle a fait, net et final, comme quelque chose d'important se brisant pour toujours. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» David s'agenouilla à côté de moi, ses vêtements de travail encore poussiéreux du chantier. « Rien, » murmurai-je. « Je vais bien. » Mais je n'allais pas bien. Je disparaissais. Je mourais de l'intérieur et personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Cette nuit-là, je me suis assise à ma petite coiffeuse, me regardant dans le miroir fissuré. Quand étais-je devenue si vieille? Quand ma peau était-elle devenue si fine et pâle? Quand mes yeux avaient-ils perdu leur lumière? J'ai ouvert le tiroir du haut et sorti une vieille boîte à chaussures remplie de photographies. Des photos de David bébé, son petit poing enroulé autour de mon doigt. Des photos de Richard et moi avant que la vie ne devienne dure, avant que l'amour ne devienne une obligation, avant que la confiance ne devienne un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je les ai rangées. Je ne pouvais plus supporter de regarder ces fantômes de bonheur. C'est alors que j'ai commencé à envisager de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Dire non. La possibilité me terrifiait plus que de rester dans ce suicide au ralenti. Et s'il m'abandonnait complètement? Et si je me retrouvais seule, sans personne pour s'inquiéter si je vivais ou mourais? Mais quelle était l'alternative? Continuer à disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis regardée dans ce miroir jusqu'à ce que la lumière du petit matin filtre à travers nos rideaux fins. J'ai touché les rides profondes autour de mes yeux, les racines grises apparaissant à travers mes cheveux bruns décolorés. Je ressemblais à une femme qui avait oublié comment vivre. Pourrais-je me souvenir? Était-il trop tard? Les jours suivants passèrent dans une étrange brume. Je suivais mes routines, prenant mes pilules, préparant le petit déjeuner, nettoyant, cuisinant, mais tout semblait différent, comme si je me regardais de l'extérieur de mon propre corps, attendant que quelque chose se brise. Richard semblait sentir mon changement. Il devint plus attentif, m'apportant mes pilules avec un verre d'eau, me posant des questions sur mes rendez-vous chez le médecin avec ce qui semblait être une véritable inquiétude. « Tu sais que je m'inquiète pour toi », dit-il un soir, sa main sur mon épaule. « Je veux juste que tu sois en bonne santé et heureuse. » Mais les mots de David résonnèrent dans ma tête. « Les pilules, elles ne sont pas correctes. » J'ai commencé à prêter plus attention. Les pilules avaient un goût différent de celui que je me souvenais. Mes symptômes ne correspondaient pas à ce qu'ils auraient dû être. Au lieu de me sentir mieux, je me sentais pire. Confuse, étourdie, faible. Un après-midi, pendant que Richard était sorti, David est venu avec des documents imprimés d'Internet, des informations sur mes médicaments pour le cœur, sur leur apparence, sur leur fonction. « Maman, regarde ça », dit-il, étalant les papiers sur notre petite table de cuisine. « Ces pilules que tu prends, elles ne sont même pas proches de ce que tu devrais avoir. » Les preuves étaient accablantes. Les vraies pilules étaient blanches et rondes.
Celles que je prenais étaient bleuâtres et ovales. Les vraies pilules auraient dû me rendre plus énergique, plus stable. Celles que je prenais me rendaient plus malade. « Il t'a empoisonné, maman. » La voix de David se brisa. « Papa t'a lentement tué. » Les mots flottaient dans notre minuscule cuisine comme la fumée d'un incendie, étouffante et inéluctable. Comment confronte-t-on quelqu'un à une tentative de meurtre? Comment regarde-t-on la personne avec qui on a partagé un lit pendant 32 ans et lui demande-t-on pourquoi elle essaie de nous tuer? Ce soir-là, j'ai décidé de découvrir la vérité. Richard est rentré de sa partie de poker hebdomadaire, sentant les cigarettes et la déception. Il se déplaçait dans notre appartement comme s'il en était le propriétaire, comme si je n'étais qu'un autre meuble qu'il devait contourner. « Richard », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'avais été depuis des mois. « Nous devons parler. » Il m'a regardé avec une irritation légère. « De quoi ?» J'ai brandi le flacon de pilule. « De celle-ci. » Ne serait-ce qu'une seconde. Peut-être moins qu'un battement de cœur, quelque chose a vacillé sur son visage. La peur. Le calcul? La culpabilité? Ensuite, c'était parti, remplacé par son expression habituelle de dédain. Qu'en est-il? Ce ne sont pas mes pilules. Ne sois pas ridicule, Marguerite. Bien sûr que si. David a vérifié, ce ne sont pas mes médicaments pour le cœur. Ce sont quelque chose de complètement différent. La mâchoire de Richard se serra. David ne sait pas de quoi il parle. Tu imagines des choses, mère? Mère. Il avait commencé à m'appeler ainsi au lieu de mon prénom il y a environ 1 an, comme si j'avais cessé d'être sa femme et était devenu juste un fardeau à sa charge. Je n'imagine rien, ai-je dit, surprise par la force de ma voix. Je veux savoir ce que sont ces pilules et pourquoi tu me les donnes à la place de mes vrais médicaments. Le masque a glissé. Juste un instant, j'ai vu le vrai Richard, froid, calculateur, en colère d'avoir été découvert. Si tu dois le savoir, dit-il en s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. Les vraies pilules étaient trop chères. Celles-ci sont génériques. Elles font la même chose, juste moins chères. Des mensonges. Même si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais su qu'il mentait. La façon dont il ne pouvait pas me regarder dans les yeux, la façon dont ses mains jouaient avec sa tasse de café, la façon dont sa voix montait légèrement. Mais je connaissais la vérité. Ce n'étaient pas des versions moins chères de mes médicaments. Ce n'étaient pas des médicaments du tout. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui détruisait lentement mon corps de l'intérieur. « Pourquoi ?» ai-je murmuré. Il m'a regardé alors, et ce que j'ai vu dans ses yeux me entra à jamais. Pas de l'amour, pas de l'inquiétude, pas même de la culpabilité, juste un calcul froid et un ressentiment à peine dissimulé. « Tu es coûteuse », dit-il simplement. Les visites chez le médecin, les prescriptions, les plaintes constantes. Sais-tu combien cela coûte de te garder en vie? La pièce tournait. J'ai agrippé le bord de la table pour ne pas tomber. Et l'argent de l'assurance aiderait, a-t-il continué, comme s'il discutait de la météo. L'assurance vie n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. De plus, j'aurai enfin l'appartement pour moi tout seul. 32 années de mariage, 32 années d'amour, de sacrifice, de dévouement, réduite à une analyse coûts-avantages. Il me tuait pour l'argent de l'assurance et la tranquillité de ne pas avoir à s'occuper d'une femme vieillissante. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas comprendre que l'homme que j'avais aimé, le père de mon enfant, m'avait systématiquement empoisonné pendant des mois. « Ne me regarde pas comme ça », dit Richard en se levant et en s'approchant de moi. « Tu agis comme si tu étais une sorte de sainte, mais tu es juste un fardeau. Un fardeau coûteux et exigeant dont je suis fatiguée de m'occuper. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans notre lit, écoutant Richard ronfler à côté de moi, me demandant combien de nuits j'avais passé à côté de celui qui aurait pu être mon meurtrier, me demandant comment j'avais pu être si aveugle, si confiante, si naïve, mais quelque chose d'autre grandissait à l'intérieur de la terreur et du chagrin, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La colère. Une colère pure, nette et imparable. Comment osait-il? Comment osait cet homme qui n'avait presque pas travaillé au cours de la dernière décennie, qui avait vécu de mon labeur et de mes sacrifices,
qui avait pris chaque once d'amour et de dévouement que j'avais à donner? Comment osait-il décider que je ne valais pas la peine d'être gardée en vie? Je pensais à David, endormi de l'autre côté de la ville, probablement inquiet à l'idée de sa mère. Mon fils, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour nous aider. Mon fils, qui avait remarqué ce que j'avais manqué. Mon fils, qui avait tenté de me sauver. Je pensais à Rosa, ma voisine de l'étage en dessous. Douce Rosa, qui m'avait invitée pour le café d'innombrables fois au fil des ans. Rosa, qui avait proposé de m'aider quand j'étais malade. Rosa, qui m'avait souri dans le couloir et m'avait demandé de mes nouvelles avec une véritable préoccupation. Tout l'amour et les soins que je recherchais étaient là, à m'attendre. Mais j'avais été si concentrée à essayer de gagner l'affection de quelqu'un qui me voyait comme rien de plus qu'un fardeau financier que je l'avais complètement manqué. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais arrêter de prétendre. Arrêter de prétendre que ce mariage était récupérable. Arrêter de prétendre que Richard se souciait de moi. Arrêter de prétendre que je méritais d'être empoisonnée lentement à mort. J'allais me battre. Quand Richard m'a tendu mes pilules du matin, j'ai souri à lui. « Merci, chérie », ai-je dit doucement. Puis, je suis allée à la salle de bain et je les ai jetées dans les toilettes. Pour la première fois en moi, je n'ai pas avalé de poison avec mon café du matin. Cela ressemblait à une rébellion. Cela ressemblait à une révolution. Cela ressemblait à la première respiration après une quasi-noyade. David est venu cet après-midi-là avec les informations qu'il avait trouvées sur Internet et en appelant la pharmacie. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Richard était dehors, planifiant ce qui aurait semblé impossible quelques jours auparavant. Ma fuite. « Nous devons d'abord te conduire chez un médecin », a dit David, ses mains rugueuses tenant les miennes. « Faire des analyses de sang, documenter ce qu'il t'a fait. »« Et ensuite ?» ai-je demandé. « Ensuite, nous appelons la police. » Le mot flottait entre nous. La police. Cela le rendait réel, final. Il n'y aurait pas de retour en arrière. « Maman, il a essayé de te tuer, » a dit David doucement. « Il t'a lentement empoisonné pendant des mois. C'est une tentative de meurtre. » Je savais qu'il avait raison. Mais 32 années de mariage ne meurent pas facilement, même quand elles le devraient. « Et si je me trompais ?» ai-je chuchoté. « Et s'il y avait une explication ?» Ah, David sortit son téléphone et me montra les photos qu'il avait prises. Les fausses pilules à côté des images de ce à quoi mes vrais médicaments devraient ressembler. Les recherches qu'il avait faites sur ce que ces fausses pilules étaient réellement. Des somnifères en vente libre mélangés à autre chose. Quelque chose qui provoquerait exactement les symptômes que j'avais ressentis. « Tu ne te trompes pas, maman. Et tu n'es pas folle. Et tu ne mérites pas ça. » Cet après-midi-là, nous sommes allés aux urgences de l'hôpital Cochin. Je me sentais comme si je trahissais Richard d'une certaine manière, même s'il avait essayé de me tuer. 32 ans passés à être formé à mettre ses besoins avant les miens ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais alors que j'étais assise dans cette salle d'attente stérile, regardant David remplir les papiers, quelque chose a changé en moi. Je ne trahissais personne. Je prenais enfin soin de moi. Le médecin qui m'a vue était une jeune femme aux yeux bienveillants et aux mains douces. Le docteur Patel a tout écouté, les pilules, mes symptômes, mes soupçons, sans jugement ni incrédulité. « Faisons des tests », a-t-elle dit. « Des analyses de sang, une analyse d'urine, tout ce à quoi nous pouvons penser. Si quelqu'un t'a donné des médicaments que tu n'étais pas censé avoir, nous trouverons des preuves. » Les heures suivantes sont passées dans un flou d'aiguilles et de questions et de formulaires. David est resté avec moi tout le temps, tenant ma main pendant la prise de sang, faisant des blagues pour calmer mes nerfs, étant le genre de membre de la famille aimant et soutenant que j'avais oublié qu'il existait. Lorsque les résultats sont revenus, le visage du docteur Patel était grave. « Madame Dupont ?» a-t-elle dit, s'installant sur la chaise en face de moi. « Ton sang montre des traces de plusieurs substances qui ne devraient pas être là. Des composés qui provoqueraient certainement les symptômes que tu as décrits. Des vertiges, de la confusion, un rythme cardiaque irrégulier, des nausées, tous compatibles avec ce que nous voyons dans ton système. » Je me sentais à la fois justifiée et dévastée. J'avais raison. David avait raison.
Richard m'avait empoisonné. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, a dit le docteur Patel, nous documentons tout, nous te mettons sur le bon médicament et nous te recommandons fortement de contacter les forces de l'ordre. Ce soir-là, de retour dans notre minuscule appartement, je me suis assise en regardant les preuves étalées sur la table de la cuisine. Les résultats des analyses de sang, les photos des fausses pilules, les impressions concernant mes vrais médicaments, les numéros de téléphone pour les avocats et les commissariats de police. Richard est rentré juste au moment où David et moi discutions de nos prochaines étapes. « Qu'est-ce que tout ça ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil au papier avec ce qui ressemblait à de l'agacement. « La vérité » ai-je simplement dit. Son visage est devenu très immobile. « Quelle vérité ?» J'ai brandi les résultats des analyses de sang. La vérité sur ce que tu m'as fait. La vérité sur les pilules. La vérité sur tout. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait nier. Peut-être essayer de me manipuler une fois de plus, me convaincre que j'imaginais des choses ou que je réagissais de façon excessive. Au lieu de cela, il a ri. Il a réellement ri, comme si toute la situation était légèrement amusante. « Tu as compris ?» dit-il en s'asseyant à la table comme si nous discutions de plans pour le dîner. « Ça t'a pris assez de temps. » La cruauté décontractée de cela m'a coupé le souffle. David se leva, le visage rouge de colère. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Assieds-toi, fils, » dit calmement Richard. « Cela ne te concerne pas. »« Ça ne me concerne pas? Tu as essayé de tuer ma mère. »« J'ai essayé de résoudre un problème, » corrigea Richard. « Ta mère n'est rien d'autre qu'un poids sur les ressources de cette famille depuis des années. Les factures médicales, les visites constantes chez le médecin, les médicaments, les plaintes interminables pour chaque petit mal et douleur. Sais-tu combien d'argent nous aurions pu économiser si elle avait juste disparu? Disparu. Comme si j'étais une gêne temporaire plutôt que sa femme depuis 3 décennies. Et l'argent de l'assurance aurait aidé, a-t-il continué. Pas beaucoup, peut-être 50 000 €, mais suffisant pour rendre les choses plus faciles. De plus, je pourrais enfin avoir la paix et le calme ici. Je regardais cet homme avec qui j'avais partagé ma vie, essayant de trouver la moindre trace de la personne dont j'étais tombée amoureuse il y a toutes ces années. Le jeune homme qui m'avait tenue quand j'avais pleuré à propos de la maladie de ma mère. Le père qui était resté éveillé toute la nuit quand David avait une pneumonie enfant. Le mari qui avait une fois promis de m'aimer et de me protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il était parti. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. « Tu es malade », dit David, sa voix tremblant de rage. « Tu es vraiment malade. »« Je suis pratique, » répondit Richard. « Ta mère est vieille, elle est coûteuse, et elle ne fera qu'empirer. Je faisais une faveur à tout le monde. » C'était le moment où mon chagrin s'est transformé en quelque chose de complètement différent, quelque chose de puissant, de pur et d'inarrêtable. Je me suis levée. « Sors », ai-je dit calmement. Richard me regarda avec surprise. « Pardon ? » ?»« Sors de cet appartement. Sors de ma vie. Sors maintenant, avant que je n'appelle la police et que je te fasse arrêter pour tentative de meurtre. »« Tu ne peux pas me jeter dehors. C'est aussi chez moi. »« En fait, » dit David en sortant d'autres papiers de son dossier, « le bail est au nom de maman. Depuis 2018, lorsque ton crédit est devenu si mauvais qu'il ne te laissait pas signer quoi que ce soit. Légalement, elle peut absolument te mettre dehors. » Je ne savais pas cela. Dans tout le chaos et la confusion des dernières années, j'avais oublié que mon nom était le seul sur notre contrat de location. Le masque de confiance de Richard se fissura légèrement. « Marguerite, sois raisonnable. Tu ne peux pas survivre toute seule. Tu as besoin de moi. »« J'ai besoin de toi ?» Je l'ai regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Richard, tu m'as systématiquement empoisonné pendant des mois. Tu planifiais ma mort. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de toi. » Je suis allée à notre petit placard et j'ai sorti une vieille valise. « Tu as 1 heure pour emballer ce dont tu as besoin et partir. Après ça, j'appelle la police. »« Tu ne le feras pas, » dit-il. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. « Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas d'argent à toi. » C'est alors que David intervint.
En fait, elle en a. Il me tendit un autre ensemble de papiers. Des relevés bancaires, des enregistrements d'investissement, des informations sur la sécurité sociale. J'ai aidé maman à organiser ses finances, dit David. Il s'avère qu'elle a soutenu cette famille presque entièrement par elle-même pendant des années. Sa sécurité sociale, sa petite pension de l'épicerie, le compte d'épargne auquel elle a contribué pendant des décennies. Elle n'a pas besoin de toi, papa. Elle n'en a jamais eu besoin. Je fixais les chiffres sur les papiers. J'avais perdu la trace de nos finances lorsque Richard avait pris en charge leur gestion, mais les voir clairement était choquant. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas non plus démunie. J'avais assez pour vivre confortablement seule, pour payer mes soins médicaux, pour maintenir mon indépendance. Il m'avait fait sentir pauvre et dépendante, alors que j'étais en réalité celle qui nous maintenait à flot financièrement. Les mensonges continuaient de se multiplier. Richard emballa ses affaires dans un silence maussade. Je le regardais se déplacer dans notre appartement, cet espace que nous avions partagé pendant 5 ans, rassemblant ses vêtements et ses affaires personnelles. C'était surréaliste, comme regarder la fin d'un film que je n'avais jamais voulu voir. « Tu regretteras cela », dit-il en se tenant à notre porte d'entrée avec sa valise. « Tu penses pouvoir t'en sortir seul, mais tu ne peux pas. Tu reviendras ramper dans 1 semaine. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Cet homme qui m'avait convaincu que je ne valais rien, qui m'avait fait me sentir comme un fardeau, qui avait littéralement essayé de me tuer pour l'argent de l'assurance. « Au revoir, Richard », ai-je simplement dit, et j'ai fermé la porte. Le silence qui suivit fut le plus beau son que j'avais jamais entendu. Aucune critique, aucune exigence, aucun ressentiment sous-jacent ou dégoût à peine voilé. Juste la paix. David est resté avec moi cette nuit-là, dormant sur notre petit canapé, s'assurant que j'étais OK. Nous avons commandé de la nourriture chinoise au restaurant en bas et l'avons mangée assis par terre, parlant et riant comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. « Je suis fière de toi. »« Maman » dit-il en rangeant les contenants vides. « Je sais que c'était effrayant, mais tu l'as fait. Tu t'es sauvée. » Pour la première fois en moi, j'ai dormi toute la nuit. Pas de tout, pas de cœur qui s'emballe, pas de confusion ou de vertige. Mon corps commençait déjà à guérir maintenant que je n'étais plus empoisonnée quotidiennement. Mais je savais que Richard n'abandonnerait pas facilement. Les hommes comme lui n'acceptent pas la défaite gracieusement. J'avais raison. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin. Richard, appelant pour me dire qu'il m'avait pardonné pour ma petite crise et était prêt à rentrer à la maison. Je sais que tu ne le pensais pas, Marguerite. Tu étais juste confuse à cause de tes médicaments. Viens me chercher, et nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je lui ai raccroché au nez, il a rappelé immédiatement. Ne me raccroche pas au nez. J'essaie d'être raisonnable ici, mais tu rends les choses difficiles. Tu ne peux pas simplement jeter 32 années de mariage à cause d'un malentendu. Malentendu. Il appelait la tentative de meurtre un malentendu. J'ai bloqué son numéro. Ensuite, il a commencé à apparaître devant mon immeuble. Debout sur le trottoir, regardant ma fenêtre, parfois pendant des heures. Le concierge, M. Rodriguez, m'a appelé pour me prévenir. « Madame Dupont, votre mari est encore en bas. Dois-je le laisser monter ?»« Non, » ai-je dit fermement. « Et s'il devient menaçant ou refuse de partir, appelez la police, s'il vous plaît. » Après 3 jours de ce harcèlement, j'ai su que je devais engager une action en justice. David m'a aidé à contacter un avocat, une femme nommée Patricia Chen, qui se spécialisait dans les affaires de violence domestique. Son bureau était petit mais confortable, rempli de livres et de plantes et de photos de sa famille. « Dites-moi tout », dit-elle en s'installant dans son fauteuil avec un bloc-notes jaune. Alors je l'ai fait. L'empoisonnement, la manipulation financière, les abus émotionnels, l'isolement, les menaces, tout. « Madame Dupont », dit-elle quand j'eus fini. Ce que votre mari a fait n'est pas seulement un abus, c'est une tentative de meurtre. Nous devons déposer des accusations criminelles immédiatement. L'idée me terrifiait. Poursuivre Richard en justice, témoigner publiquement de notre enfer privé, exposer la honte de notre famille à des étrangers, mais l'alternative était de le laisser s'en tirer, de le laisser faire cela à quelqu'un d'autre,
un jour. Que dois-je faire? Ai-je demandé. D'abord, nous déposons une ordonnance restrictive. Ensuite, nous travaillons avec la police pour constituer un dossier criminel. Les preuves que vous et David avez rassemblées sont excellentes. Analyse de sang, analyse des médicaments, documentation de ses menaces et aveux. Ce jour-là, nous sommes allés au palais de justice du 18e arrondissement. Le bâtiment était imposant et froid, tout en marbre et en pas résonnant. Je me sentais petite et vieille et déplacée. Mais Patricia me guida à travers le processus avec patience et gentillesse. Nous avons rempli des formulaires, soumis des preuves, rencontré un juge qui a accordé une ordonnance restrictive temporaire. Richard était maintenant légalement interdit de me contacter ou de s'approcher de moi. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. « Madame Dupont, je déteste vous déranger, mais j'ai reçu des appels inquiétants vous concernant. Quelqu'un prétendant être un membre de votre famille dit que vous avez des problèmes de santé mentale et que vous ne pouvez pas vivre seul en toute sécurité. » Mon sang s'est glacé. Ils disent que vous avez porté de fausses accusations contre votre mari, que vous êtes confuse et peut-être dangereuse pour vous-même et pour les autres. Ils demandent que je fasse un contrôle de bien-être sur vous. Richard. Cela devait être Richard, essayant une nouvelle tactique d'attaque. Monsieur Lefebvre, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Je vais bien. Je ne traverse pas de crise de santé mentale. J'ai récemment quitté un mariage abusif et mon ex-mari me harcèle maintenant et essaie de me discréditer. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça, dit aimablement Monsieur Lefebvre. Vous avez été une locataire modèle depuis 5 ans, mais ces appels étaient assez insistants. Je voulais vous donner un avertissement. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine en tremblant. Richard essayait de me faire déclarer mentalement incompétente. S'il réussissait, il pourrait potentiellement me faire interner quelque part, prendre le contrôle de mes finances, peut-être même obtenir la tutelle légale sur moi. L'idée était plus terrifiante que l'empoisonnement lui-même. J'ai appelé Patricia immédiatement. « C'est une escalade, » dit-elle sombrement. « Il essaie de vous discréditer avant que l'affaire criminelle n'arrive au tribunal. Nous devons agir plus vite. » Au cours de la semaine suivante, Patricia et moi avons travaillé d'arrache-pied pour construire notre dossier. Nous avons obtenu des déclarations du docteur Patel sur mon état de santé et l'empoisonnement. Nous avons documenté les appels téléphoniques et le harcèlement de Richard. Nous avons rassemblé des témoins de caractère qui pourraient témoigner de ma compétence mentale. David a pris congé pour m'aider, me conduisant à mes rendez-vous, organisant les papiers, s'assurant que je n'étais pas seule quand je me sentais dépassée. Rosa du rez-de-chaussée est devenue une alliée inattendue. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle était outrée. « Cet homme », dit-elle en posant un récipient de soupe faite maison sur ma petite table. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je pouvais l'entendre crier parfois, voir à quel point tu avais l'air triste dans le couloir. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Ce n'est pas ta faute, je l'ai assuré. Je l'ai bien caché. Trop bien, dit fermement Rosa. Mais plus de cachette, d'accord? Tu es forte, Marguerite, plus forte que tu ne le sais. L'amitié de Rosa est devenue un fil de vie pendant ces semaines sombres. Elle venait me voir chaque jour, m'apportait de la nourriture, restait avec moi quand la solitude devenait écrasante. Elle me rappelait que tout l'amour ne venait pas avec des conditions et des coûts. L'audience criminelle était prévue pour un mardi matin en novembre. Je me suis réveillée ce jour-là avec le sentiment que j'allais vomir de nervosité. C'était ça, ma chance de raconter officiellement mon histoire, de tenir Richard responsable de ce qu'il m'avait fait. David est venu me chercher tôt, et nous avons traversé Paris en silence. Les feuilles changèrent de couleur, de beaux rouges et or qui me rappelaient des temps meilleurs, des saisons où j'avais ressenti de l'espoir au lieu de la peur. Le palais de justice était bondé et chaotique. Patricia nous a rencontrés à l'extérieur, professionnelle et confiante dans son costume sombre. « Es-tu prête pour ça ?» m'a-t-elle demandé. J'ai pensé à tout ce qui m'avait amenée à ce moment. 32 années de mariage, 5 ans d'abus croissants, des mois passés à être lentement empoisonnée par l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger. J'ai pensé à l'assurance confiante de Richard que je ne me défendrais jamais, que je ne l'exposerais jamais,
que je ne trouverais jamais le courage de me sauver. J'ai pensé au « Maman, cours !» chuchoté par David qui avait déclenché tout ce voyage. J'ai pensé à la soupe et à la gentillesse de Rosa, aux soins doux du docteur Patel, à la défense acharnée de Patricia en mon nom. « Je suis prête », ai-je dit. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, plus intime. Richard était assis à la table de la défense avec son propre avocat, l'air maussade et en colère. Quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, il m'a fixé avec une haine non dissimulée. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 3 décennies. C'était le père de mon enfant. C'était la personne pour qui j'avais sacrifié ma santé, mes finances et mon identité pour soutenir. Et il me détestait pour avoir refusé de mourir tranquillement. Le procureur, un jeune homme nommé James Martinez, a présenté nos preuves méthodiquement. Les dossiers médicaux montrant que j'avais été empoisonnée. Les fausses pilules que Richard avait substituées à mes vrais médicaments. Les analyses de sang prouvant quelles substances avaient été dans mon système. Le docteur Patel a témoigné des dommages physiques qui avaient été causés à mon corps. David a témoigné de la découverte des médicaments échangés. Patricia a témoigné du schéma d'abus et de contrôle. Puis ce fut mon tour de prendre la parole. Traverser cette salle d'audience ressemblait à traverser un pont d'une vie à une autre. Derrière moi se trouvait Marguerite la victime, la femme qui avait accepté les abus comme le prix de l'amour, qui avait failli mourir plutôt que de se défendre. Devant moi se trouvait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que j'apprenais encore à être. « Madame Dupont », dit doucement le procureur, « pouvez-vous nous parler de votre mariage avec le défendeur ?» Et donc je l'ai fait. Tout. Les années de manipulation émotionnelle, le contrôle financier, l'isolement des amis et des systèmes de soutien. L'escalade progressive à l'empoisonnement physique. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt ?» a demandé l'avocat de la défense lors du contre-interrogatoire. C'était une question juste, que je m'étais posée des centaines de fois. « Parce que je l'aimais », ai-je simplement dit. Parce que je croyais que l'amour signifiait tout endurer, tout sacrifier, accepter n'importe quel traitement qu'on me donnait. Parce que je pensais que ma valeur était liée à combien je pouvais donner et à combien peu je pouvais demander en retour. Et quand cela a-t-il changé? J'ai regardé à travers la salle d'audience Richard, qui me fixait avec un calcul froid, probablement en train de se demander comment il pouvait encore tirer parti de cette situation. Quand j'ai réalisé qu'il était prêt à me tuer, ai-je dit. Quand j'ai compris que mon amour et mon sacrifice ne comptaient pas du tout pour lui. Quand j'ai finalement accepté que mourir n'était pas le prix que je devais payer pour sa commodité. Le juge a rendu son verdict cet après-midi-là. Coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre, violence domestique et abus envers une personne âgée. Richard a été condamné à 15 ans de prison. Alors que l'huissier l'emmenait menotter, il s'est tourné pour me regarder une dernière fois. « Ce n'est pas fini, Marguerite », a-t-il crié. « Ce n'est pas fini. » Mais c'était fini. C'était enfin, complètement, absolument fini. Je suis sortie de ce palais de justice en me sentant comme si je flottais. L'air de novembre était vif et propre, portant l'odeur des feuilles mourantes et des nouvelles possibilités. « Comment te sens-tu » a demandé David, alors que nous étions sur les marches du palais de justice. « Libre », ai-je dit, et je le pensais. Mais la liberté, j'allais la prendre, vient avec ses propres défis. Les premières semaines après le procès étaient un mélange étrange de soulagement et de désorientation. Pendant 32 ans, ma vie avait tourné autour des besoins, des humeurs et des exigences de Richard. Même les derniers mois de combat contre lui avaient encore été à propos de lui, définis par ses actions. Maintenant, pour la première fois depuis que j'avais 41 ans, j'étais complètement seule. Seule mais pas seule, si cela fait sens. J'avais David, Rosa, Patricia, le docteur Patel. Des gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être. Mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des décennies, l'autonomie. Je pouvais manger ce que je voulais pour le dîner sans craindre de critiques. Je pouvais regarder mes émissions de télévision préférées sans que quelqu'un ne change de chaîne. Je pouvais inviter Rosa pour un café sans être accusée de commérage ou de perte de temps. Je pouvais prendre mes vrais médicaments et sentir mon corps devenir plus fort chaque jour.
Mais je devais aussi apprendre à redevenir Marguerite, au lieu d'être simplement la femme de Richard ou la mère de David. Qui étais-je quand je n'étais pas définie par mes relations avec les autres? J'ai commencé petit. J'ai acheté des courses que je voulais vraiment manger, au lieu de simplement ce qui était le moins cher. J'ai remplacé nos vieux draps usés par des neufs dans des couleurs que j'aimais. J'ai accroché des photos que j'avais gardées dans des boîtes parce que Richard ne les aimait pas. Lentement, mon minuscule appartement a commencé à ressembler à mon chez-moi plutôt qu'à un endroit où je vivais simplement. Rosa m'a convaincue de rejoindre un cours d'art au centre communautaire qu'elle fréquentait depuis des années. « Tu as toujours dit que tu aimais dessiner ?» m'a-t-elle rappelé. « Quand as-tu fait quelque chose pour le plaisir pour la dernière fois ?» Je ne pouvais pas m'en souvenir. Tout dans ma vie pendant si longtemps avait été à propos de la survie, de rendre tout le monde heureux, de gérer crise après crise. Le plaisir avait été un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le cours d'art se réunissait le mardi soir, dans une salle lumineuse au centre communautaire de Paris. Notre enseignante, Madame Williams, était une spécialiste de l'art-thérapie à la retraite qui travaillait avec des adultes plus âgés. Elle était patiente et encourageante, jamais critique ou exigeante. « Il n'y a pas de mauvaise façon de faire de l'art », a-t-elle dit lors de mon premier cours. « Il n'y a que ta façon. » J'ai commencé par de simples dessins au crayon, un bol de fruits, un vase de fleurs, mes propres mains posées sur mes genoux. Mes doigts étaient raides au début, peu habitués à tenir autre chose que des produits de nettoyage et des flacons de médicaments. Mais progressivement, au fil des semaines, quelque chose s'est réveillé. Je me suis mise à dessiner non seulement des objets, mais aussi des sentiments. La solitude de mon mariage, rendue en pièces vides et portes fermées. La peur que j'avais vécue, exprimée à travers des tempêtes sombres et des arbres nus. Et finalement, l'espoir. Le lever du soleil perçant à travers les nuages, les jardins en fleurs, les oiseaux prenant leur envol. Ton travail devient plus fort, a observé Madame Williams lors d'un cours en janvier. Plus confiant, plus vivant. C'est exactement comme je me sentais, plus vivante. À peu près au même moment, j'ai renoué avec Janet, une vieille amie de mes jours à l'épicerie. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans, partageant des pauses et couvrant l'écart de l'autre quand nos enfants étaient des malades. Mais quand j'ai épousé Richard, il m'avait progressivement convaincu que Janet n'était pas le bon type d'amie pour une femme mariée. J'ai trouvé son numéro de téléphone dans un vieil agenda et l'ai appelé sur un coup de tête un après-midi. « Marguerite ?» La voix de Janet était ravie et surprise. « Oh mon Dieu, ma fille, où étais-tu passée? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis. » « Quoi? 15 ans? 20? Ai-je corrigé. Et ça a été compliqué. Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante dans un petit café près de mon appartement. Janet avait l'air plus âgée, bien sûr, mais elle avait les mêmes yeux gentils et le même sourire malicieux que je me souvenais. Elle était maintenant veuve, vivant seule avec 2 chats et un petit jardin qu'elle entretenait avec obsession. « Alors raconte-moi tout », a-t-elle exigé au-dessus de nos tasses fumantes. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu disparu ?» Je lui ai raconté. Pas tout, pas l'empoisonnement ou le procès criminel, mais suffisamment. L'isolement, le contrôle, la façon dont je m'étais perdue en essayant de rendre tout le monde heureux. « Oh, ma chérie », a dit Janet, en tendant la main par-dessus la petite table pour serrer la mienne. « Je suis tellement désolée. Je me suis demandé, tu sais, tu as juste disparu. J'ai appelé quelquefois, mais ce mari à toi disait toujours que tu étais occupée ou que tu ne te sentais pas bien. Il ne m'a jamais dit que tu avais appelé. Je m'en doutais. Les hommes comme ça n'aiment pas que leurs femmes aient des amitiés indépendantes. Ça menace leur contrôle. » La compréhension pragmatique de Janet était guérissante d'une manière que je n'avais pas prévue. Elle ne me jugeait pas pour être restée aussi longtemps que je l'avais fait, ne me demandait pas pourquoi je n'étais pas partie plus tôt. Elle acceptait simplement que j'étais ici maintenant, prête à me reconstruire. « Tu sais ce dont tu as besoin ?» dit-elle alors que nous finissions notre café. « Tu as besoin de voyager. Quand as-tu été quelque part juste parce que tu le voulais ? » Je ne pouvais pas m'en souvenir. Peut-être jamais. « Où irais-tu » Janet a insisté. J'y ai réfléchi un moment. Dans toutes mes années de sacrifice et de survie,
Je ne m'étais jamais permis de rêver des endroits que je pourrais vouloir voir, des expériences que je pourrais vouloir avoir. Peut-être. L'océan? Ai-je dit timidement. Je n'ai jamais vu l'océan. Les yeux de Janet s'agrandirent. Jamais? Marguerite, tu vis à Paris, l'océan est à 2 heures. Richard ne voulait jamais aller nulle part qui coûtait de l'argent, ai-je expliqué. Eh bien, Richard n'est plus là, n'est-ce pas? Janet sourit. Organisons un voyage. Ce week-end-là, Janet et moi avons pris le train pour le bord de mer en Normandie. C'était février, froid et venteux, mais je m'en fichais. Debout sur cette plage déserte, regardant les vagues s'écraser sans fin contre le sable. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des décennies, l'émerveillement. L'océan était plus grand que je ne l'avais imaginé, plus bruyant, plus vivant. Les embruns salés sur mon visage ressemblaient à un baptême, comme laver tout ce qui avait été et faire de la place pour tout ce qui venait ensuite. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit Jeannette, debout à côté de moi sur le sable. « Incroyable !» ai-je soufflé. Nous avons passé la journée à marcher sur la plage, ramassant des coquillages, mangeant des moules frites dans une petite cabane de fruits de mer, des plaisirs simples qui semblaient révolutionnaires après tant d'années à prendre soin de tout le monde, sauf de moi-même. Dans le train de retour, je me suis surprise à planifier d'autres petites aventures. Peut-être une visite de musée, ou un concert, ou un cours de cuisine. Peut-être que j'apprendrai l'espagnol, ou que je me lancerai dans le jardinage, ou que je lirai enfin tous ces livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Le monde semblait plein de possibilités au lieu d'obligations. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, et avec lui sont venus des défis inattendus. En avril, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Richard. Il faisait appel de sa condamnation, prétendant avoir de nouvelles preuves de mon instabilité mentale. Il suggérait que j'avais inventé toute l'histoire de l'empoisonnement pendant une crise psychotique, que les analyses de sang avaient été contaminées, que j'avais moi-même échangé mes pilules dans un stratagème élaboré pour attirer l'attention. La lettre m'a terrifiée. Et si son appel réussissait? Et si un autre juge croyait ses mensonges? Et si je me retrouvais à être celle qui était punie? Patricia m'a assuré que son appel avait peu de chances de succès, étant donné les preuves accablantes que nous avions présentées. Mais le processus juridique traînerait pendant des mois, gardant la présence de Richard dans ma vie comme une ombre persistante. « Il essaie de revenir dans ta tête », m'a averti Patricia lors d'une réunion dans son bureau. « Ne le laisse pas. Tu connais la vérité. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. » J'ai essayé de suivre son conseil, mais la lettre m'avait secoué plus que je ne voulais l'admettre. Juste au moment où je commençais à me sentir en sécurité, à croire que j'étais vraiment libre, Richard essayait de revenir dans ma vie. Le pire, c'était le doute qu'il avait semé. Et si j'avais imaginé une partie de tout ça? Et si ma mémoire n'était pas fiable? Et si j'étais vraiment mentalement instable? Ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit pendant les nuits sans sommeil, sapant les progrès que j'avais faits, la confiance que j'avais construite. C'est Rosa qui m'a aidée à retrouver ma perspective. « Marguerite », a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises dans son appartement confortable en buvant du thé. « Te souviens-tu quand tu as emménagé dans cet immeuble ?» J'ai hoché la tête. Nous étions désespérés de trouver un logement abordable après que Richard ait perdu son emploi, et ce minuscule appartement était tout ce que nous pouvions nous permettre. « Tu avais l'air d'un fantôme », a continué Rosa. « Mince, pâle, effrayée. Tu t'excusais pour tout. Pour faire du bruit en montant les escaliers, pour prendre ton courrier en même temps que d'autres personnes, pour exister. » Elle posa sa tasse de thé et me regarda directement. « Regarde-toi maintenant. Tu as de la couleur dans les joues. Tu te tiens plus droite. Tu souris. Tu ris. Tu fais de l'art. Tu as des aventures. Cela te semble-t-il être quelqu'un qui est mentalement instable? » Elle avait raison. La transformation avait été si progressive que je ne l'avais pas entièrement remarqué moi-même, mais je devenais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que j'aimais vraiment. « Il a peur », dit fermement Rosa. « Il est en prison et il a peur. Alors il essaie la seule arme qu'il lui reste, te faire douter de toi-même. Ne lui donne pas ce pouvoir. » Le processus d'appel a traîné tout l'été.
Mais je ne l'ai pas laissé m'empêcher de vivre. J'ai pris plus de cours d'art, fait des excursions le week-end avec Janet, commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation local. Je construisais une vie qui m'appartenait entièrement. En septembre, presque 1 an après la condamnation de Richard, Patricia a appelé avec des nouvelles. L'appel a été rejeté, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'est fini, Marguerite. C'est vraiment fini. J'ai raccroché le téléphone et me suis assise dans ma cuisine ensoleillée, entourée de mes fournitures d'art et des plantes que j'avais commencé à faire pousser dans les fenêtres. David venait dîner ce soir-là, Rosa m'apprenait à faire ses célèbres enchiladas le week-end prochain, et j'avais un voyage prévu pour visiter la fille de Janet à Lille le mois suivant. Ma vie était pleine. Pas pleine des besoins et exigences des autres, mais pleine de mes propres choix, de mes propres relations, de ma propre joie. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 2 ans, traînant dans ce même appartement en chemise de nuit, avalant du poison chaque matin, disparaissant un peu plus chaque jour. Cette femme n'aurait pas pu imaginer la vie que je vivais maintenant. Mais cette femme avait aussi été plus courageuse qu'elle ne le savait. Elle avait trouvé la force d'écouter quand son fils avait chuchoté « Cours ». Elle avait trouvé le courage de se battre. Elle avait trouvé la détermination de se sauver. J'étais fière d'elle. J'étais fière de moi. Savez-vous ce que cela fait de s'aimer pour la première fois en des décennies, de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui mérite d'être aimé, quelqu'un qui mérite d'être sauvé, quelqu'un qui mérite plus que les miettes d'affection qu'on lui donne en échange de toute sa vie? C'est comme une résurrection. Ce soir-là, David est venu comme prévu. J'ai cuisiné son plat préféré, un pot-au-feu avec des légumes, et nous avons mangé à ma petite table avec des bougies et des fleurs du jardin de Rosa. « Tu as l'air heureuse, maman », a-t-il dit en me serrant la main à travers la table. « Vraiment heureuse. »« Je suis heureuse », ai-je réalisé. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. « Je suis fière de toi, tu sais », a dit David. « Ce que tu as fait, te battre, le quitter, le poursuivre en justice, cela a pris un courage incroyable. » Je ne me sentais pas courageuse, ai-je avoué. Je me sentais terrifiée la plupart du temps. C'est ce qui rend cela courageux, a-t-il dit. Avoir peur, mais le faire quand même. Après le départ de David, je me suis assise sur mon petit balcon regardant Paris. La ville scintillait dans l'obscurité, pleine d'autres vies, d'autres histoires, d'autres personnes trouvant leur chemin à travers leur propre lutte. Quelque part là-bas, il pourrait y avoir une autre femme comme je l'étais autrefois. Une autre personne disparaissant dans sa propre vie, acceptant les abus comme le prix de l'amour, s'évanouissant lentement jusqu'à ne plus être là du tout. Si cette personne regarde ceci, si cette personne c'est vous, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous valez la peine de vous battre. Vous méritez d'être sauvé. Vous valez plus que les miettes d'affection qu'ils vous donnent en échange de toute votre vie. Vous n'avez pas à rester petite pour rendre les autres à l'aise. Vous n'avez pas à accepter le poison comme remède. Vous n'avez pas à disparaître pour maintenir la paix. Vous pouvez courir. Vous devriez courir. Et quand vous le ferez, vous pourriez découvrir ce que j'ai découvert. La personne que vous sauvez sera votre plus beau soi. 2 années se sont écoulées maintenant depuis ce matin où David a chuchoté court à mon oreille. 2 années depuis que j'ai arrêté d'avaler du poison. 2 années depuis que je me suis choisie pour la première fois en des décennies. Richard est toujours en prison. Je ne pense pas beaucoup à lui maintenant, sauf parfois comme un conte de mise en garde, un rappel de jusqu'où j'étais prête à aller, de combien j'étais prête à accepter, de combien j'étais proche de mourir pour la commodité de quelqu'un d'autre. Mon appartement est lumineux maintenant, rempli d'art et de plantes, et du son du rire quand des amis viennent me rendre visite. J'ai une vie qui semble être la mienne, des jours qui se déroulent selon mes choix plutôt que les demandes de quelqu'un d'autre. David s'épanouit dans sa carrière, fiancé à une merveilleuse femme qui le traite avec le respect et l'amour qu'il mérite. Il a appris en observant ma transformation à quoi devraient ressembler les relations saines. Rosa et moi prenons des cours d'art ensemble, visitons des musées, essayons de nouveaux restaurants. Notre amitié est un cadeau sans conditions attachées, sans coût caché, sans échange soigneusement calculé. Jeannette et moi parlons chaque semaine et faisons des aventures mensuelles, de petits voyages qui nourrissent mon âme
et me rappelle que le monde est plein de beauté que j'avais oublié d'exister. J'ai 75 ans et je commence juste à vivre. Certaines personnes pourraient dire que j'ai gaspillé 32 années de ma vie dans ce mariage, mais je ne le vois pas de cette façon. Ces années m'ont appris ce que je ne veux pas, ce que je n'accepterai pas, ce que je vaux. Elles m'ont fait apprécier la liberté d'une manière que je n'aurais jamais pu autrement. Et elles m'ont mené à ce moment, cette vie, cette version de moi-même que je suis encore en train de connaître et d'apprendre à aimer. Chaque matin maintenant, je prends mes vrais médicaments, les pilules qui aident mon cœur à rester forte et stable. Chaque matin, je fais mon café exactement comme je l'aime. Chaque matin, je regarde par ma fenêtre la skyline de Paris et je me sens reconnaissante d'être en vie. Pas seulement de respirer, mais d'être en vie. Éveillée, présente, libre. Je veux vous laisser avec cette pensée. Il n'est jamais trop tard pour vous sauver. Que vous ayez 35 ou 55 ou 75 ans, que vous soyez piégé pendant des mois ou des années ou des décennies, que les abus soient subtils ou évidents ou quelque part entre les deux, il n'est jamais trop tard pour vous choisir. Le courage dont vous avez besoin est déjà en vous, en attente. La force dont vous avez besoin est déjà là, silencieuse, mais incassable. La vie que vous méritez est déjà possible, si vous êtes prête à la saisir. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une personne chuchotant « cours » à votre oreille pour vous rappeler que vous avez des jambes. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un moment de clarté pour voir que le remède est en réalité un poison. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une profonde respiration pour trouver votre voix et dire « assez ». Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a disparu dans sa propre vie, qui a accepté moins que ce qu'il méritait, qui a failli se perdre en essayant d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas aimer en retour? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte, votre expérience compte, vous comptez. Et si ce message vous a atteint au moment exact où vous aviez besoin de l'entendre, si quelque chose dans mon histoire a éveillé quelque chose dans la vôtre, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que ce n'est jamais trop tard pour arrêter de prétendre et commencer à vivre. Le soleil se couche maintenant à l'extérieur de ma fenêtre, peignant ma petite cuisine de lumière dorée et orange. Dans quelques minutes, je mettrai de la musique et me préparerai un dîner, quelque chose que j'ai réellement envie de manger. Plus tard, je travaillerai sur une peinture que j'ai commencée, ajoutant des couches de couleurs à ce qui a commencé comme des ténèbres, mais qui devient lentement quelque chose de beau. Demain, je me réveillerai dans mon propre lit, dans ma propre maison, dans ma propre vie. Je prendrai mes vrais médicaments et sentirai mon cœur battre fort et régulièrement. Je ferai mon café et regarderai la ville se réveiller, pleine de possibilités que je suis assez courageuse pour explorer. Demain, je continuerai d'être Marguerite, pas seulement la femme de Richard, pas seulement la mère de David, mais Marguerite. Complexe, imparfaite, résiliente, libre. Et cette femme vaut chaque étape du voyage qui m'a menée ici. La femme que vous pourriez devenir vaut chaque étape de votre voyage aussi. Courez si vous en avez besoin. Battez-vous si vous le devez. Sauvez-vous, peu importe le coût. Vous méritez une vie qui vous appartient. Vous méritez un amour qui ne vous oblige pas à disparaître. Vous méritez d'être libre.